Donc, je vais vous parler d'un essai contrôlé randomisé double aveugle testant deux stratégies de corticothérapie faible dose pour le maintien de la rémission dans les GPA et les polyangines microscopiques. Vous avez ici les recommandations de l'AR 2022 avec l'assertion que les corticoïdes, ou plutôt l'arrêt des corticoïdes à faible dose pourrait être associé dans des études à faible niveau de preuve avec une augmentation du risque de rechute. Élément qui a été repris, et merci Xavier pour m'avoir signalé cette publication extrêmement récente des recommandations CADIGO, donc les recommandations des néphrologues, recommandations internationales, de l'intérêt, là aussi évidemment avec un niveau de preuve faible, d'utilisation des corticoïdes entre 5 et 7,5 mg pour 2 ans, notamment chez les patients qui reçoivent un traitement de maintenance par azatioprime. Alors, il y a une littérature qui est d'ailleurs pas très abondante sur le sujet, et tout vient, je vous l'ai déjà montré, de cette méta-analyse réalisée au début des années 2010, des méta-analyses de bras d'essai, hein. Donc, ça conduit à un niveau de preuve qui est parfaitement imparfait. Et vous voyez que le taux de rechute est de 14% si vous n'arrêtez pas les corticoïdes. Si un arrêt des corticoïdes tardif, vous êtes à 29%. Et si vous arrêtez les corticoïdes très précocement, vers 6 mois, vous avez 48% de rechute. Alors évidemment, c'était à une époque où les traitements de maintenance par immunosuppresseurs n'étaient pas les mêmes. Et puis aussi un rationnel qui vient, vous connaissez, je pense, cette belle étude de nos collègues de la Pitié-Salpêtrière de médecine interne monocentrique en ouvert, montrant que chez des patients en rémission, si vous arrêtez des corticoïdes qu'ils recevaient depuis de fort nombreuses années, à la dose de 5 mg, vous avez une différence de taille d'effet qui est significative, avec un taux de rechute de 25% contre environ 10% dans cette maladie, le pic. Et donc l'objectif de cet essai, eh bien, c'est de comparer deux stratégies de maintenance, hein, donc prednisone 5 mg versus placebo pendant 12 mois, pour la rechute de patients souffrant de GPA et de polyangite microscopique. Donc, le critère de jugement, c'est un critère qui est assez dur, hein, c'est un PIFAS 0 à M30 post-randomisation. On a pris un autre com qui était assez éloigné pour savoir si les corticoïdes étaient entre guillemets suspensifs ou si ça modifiait à un terme relativement long l'histoire de la maladie. Donc, c'est des patients adultes, ils doivent recevoir un traitement par induction par cyclophosphamide ou rituximab. On peut aussi faire une induction pour méthotrexate, mais c'est quand même assez rare. C'était plutôt pour des GPA, enfin, exclusivement pour des GPA avec des formes localisées. Et puis le traitement de maintenance est le traitement de référence, hein, le rituximab, selon Menristan, première version ou 3. Et donc les patients, au moment où ils sont screenés, doivent recevoir des faibles doses de prednisone, 5 ou 10 ou équivalent prednisone au screening. Donc évidemment, les EGPA sont exclus, les infections aiguës incluant le Covid-19, ainsi que des infections chroniques virales. Et puis, on n'inclut pas des patients à fort risque infectieux, donc polynucléaire neutrophile inférieur à 1,5 giga ou des hypogammaglobulinémies profondes ou symptomatiques. Et il y a un bullet point qui a disparu entre les différentes versions, mais aussi on a rajouté, parce qu'il y a eu des événements graves sous Covid, incluant des décès, une vaccination à jour pour la Covid-19 selon les recommandations nationales en France. Donc notre objectif est de générer des données de très haut niveau de preuve avec le double aveugle. Encore une fois, l'utilisation d'un traitement par rituximab en entretien, et puis une analyse en ITT, ce qui est le standard de soins. Donc le schéma expérimental est le suivant. Les patients arrivent en rémission de la maladie. Il y a une période de screening où donc les patients reçoivent des traitements de parprednisone à faible dose, habituellement plutôt 5 que 10. À ce moment-là, il y a un schéma de décroissance standardisé des doses qui est opéré. Puis la randomisation se fait lors de la deuxième perfusion de rituximab d'entretien ou la sixième selon le schéma de maintenance. Et avec donc deux bras, un traitement prednisone 5 mg pendant 12 mois, puis décroissance avec 1 mg toutes les semaines, versus, donc c'est le bras placebo, 1 mg toutes les semaines, avec donc un primary endpoint qui est déporté encore une fois très loin pour savoir si on modifie de manière significative l'histoire de la maladie. Donc, je vous montre ce schéma pour vous dire que les patients reçoivent finalement deux kits de décroissance, hein, avec des gélules ivoires ou des cellules colorées qui permettent de maintenir le double aveugle. C'est des traitements qui sont préparés par la pharmacie hospitalière des Hospices civils de Lyon, la pharmacie centrale. Donc il faut, lorsque vous avez screené un patient, bien le signaler évidemment et anticiper pour que le kit soit délivré. Ça permet d'économiser les kits. Vous verrez qu'il y a très nombreux centres qui sont actifs, et puis donc vous avez les deux bras et tout reste indissociable. J'ai oublié de vous dire que c'est un protocole qui ne modifie pas beaucoup la prise en charge des patients. Il y a globalement deux visites qui sont rajoutées. Vous voyez un à M1, c'est peut-être petit, et l'autre à M13, post-randomisation, qui permet de s'assurer que la décroissance a été faite et bien comprise.
Bah voilà, c'est pas la bonne diapo, c'est quand même fou ça. Je me serais planté jusqu'au bout. Euh, Il y a des journées comme ça, bah, je vais devoir le faire a cappella. Ça, c'était la diapositive de l'année dernière. Je suis parfaitement confus, qui montrait qu'on était à 53 patients pour une étude qui avait débuté en 2019. La très bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, on a franchi les 92 patients inclus. Bravo à vous. Autrement dit, on va y arriver. Euh, nos difficultés initiales étaient liées à trois choses principales. La première, c'est qu'on n'avait pas anticipé le fait que c'était surtout des patients de néphrologie, finalement, qui pouvaient être inclus dans ces protocoles hein, par leur phénotype. Et donc, on a sollicité avec succès, je remercie beaucoup nos confrères de néphrologie des centres pour dynamiser les inclusions. La deuxième, bah, c'est la pandémie Covid-19. Hein, vous voyez des petites flèches avec les suspensions d'inclusion qui ont concerné l'ensemble de la France lors de la première vague. Et puis, il y a eu une discussion sur la safety du rituximab et puis du schéma expérimental qui a conduit à deux suspensions en période hivernale des inclusions. Et puis, donc, je ne vous montrerai pas la courbe, j'en suis absolument désolé. Donc, actuellement, il y a une évolution, une accélération qui est extrêmement forte, à plus de 90 patients inclus. On doit inclure 146 patients au total. Donc, j'espère que dans moins de 2 ans, on atteindra nos objectifs. Actuellement, donc, il y a 50 centres ouverts, 51 exactement, 27 centres actifs que je remercie très chaleureusement, comme tous les patients qui ont participé, euh, qui ont accepté de participer à notre étude. Et puis, bah, si les centres qui actuellement n'incluent pas se mobilisent par rapport à ça, on arrivera à inclure probablement même dans les 12 mois qui vont suivre. Voilà, eh bien, merci encore de votre participation, puis on compte sur vous. Merci, Olivier. Moi, j'avais deux difficultés pour inclure. Il y avait bon, les gens qui ne veulent pas se vacciner Covid, ça c'est foutu de toute façon. Et la deuxième, c'est sur la décision du clinicien de choisir un traitement de 4 ans ou 2 ans quoi, sur l'entretien. Voilà, parce que le 4 ans fait qu'on laisse les patients au moins 2 ans et demi sous 5 milligrammes de cortensine, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas dramatique, c'est plus compliqué pour le screening, pour les repérer, pour insister pour qu'ils les gardent. Parfois, les patients veulent à tout prix les enlever. Mais pour le reste, c'est très simple. Et effectivement, ce que tu disais, c'est que ça ne rajoute que 2 visites au suivi habituel. Il y a aussi la question de l'ostéodensitométrie parfois qui est difficile. Alors si l'ostéodensitométrie, on mesure éventuellement les effets indésirables hein, associés à la corticothérapie, incluant le score GTI. Il y a aussi un critère composite hein, qui essaie de balancer dans les limites des composites en fait l'efficacité et puis les défauts de sécurité qui pourraient être en rapport avec l'utilisation de ces corticoïdes. Et donc, bah, quand l'ostéodensitométrie a fait quelques mois avant, bah, on dit bah, c'est pas si grave, c'est un critère secondaire, vaut mieux inclure les patients plutôt que ne jamais répondre en étant trop stringent. Et puis, bah, si on peut pas du tout, tant pis. Là, vous voyez la courbe, j'avais juste cliqué sur le mauvais diaporama. Vous avez vu qu'un, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, ça marche. Il faut dire aussi qu'il y a une étude concurrente américaine de beaucoup moins de qualité méthodologique qui a inclus un tout petit peu moins de malades que ce que toi, tu as déjà inclus actuellement, dont les résultats vont être présentés la semaine prochaine à Barcelone. Et alors, je n'ai pas les résultats, je ne les ai pas vus, mais c'est juste pour savoir, pour bien qu'on pense à remettre dans la course internationale les études françaises par rapport aux autres. Alors, donc, Xavier qui me signale souvent l'avancée de ce protocole. Hein, donc, c'est l'étude TAPIR. C'est une étude qui inclut exclusivement des GPA. Donc, on est sur une population qui est un peu plus large, qui est en ouvert. Et je ne suis pas sûr, je suis même certain, en fait, qu'ils n'ont pas un schéma de maintenance qui est aussi standardisé et aussi haut dans les standards de soins. Et donc, ça va être des résultats qui sont complémentaires, je pense, mais pas concurrents. En tout cas, au niveau de preuve, il n'y aura pas photo. C'est sûr. Donc, d'un point de vue pragmatique, il faut y penser quand on fait notre première étude d'entretien, de les caler à 5 et rester, de prévoir la visite d'inclusion au moment de deuxième étude d'entretien. Voilà, C'est c'est ça la manière. exactement ça. Soit ben, vous êtes extrêmement structuré, vous avez des vascularités en cas, vous dites enfin, un patient qui arrive, qui rechute ou qui est diagnostiqué, vous dites ah bah là, ça, il pourrait être éligible. Peut-être le plus simple, c'est quand elle arrive à l'hôpital de jour. Hein, donc on est à 6 mois avant la randomisation sur une humaine résistant standard.
Et à ce moment-là, largement le temps de faire les inclusions. Et puis moi, personnellement, et ça a bien marché sur Lyon, en fait, mais il faut aussi avoir des bases de données par rapport à ça. On peut refaire un screening, vous êtes référent, entre guillemets, vous êtes dans une grosse structure où il y a d'autres patients qui sont pris en charge et vous avez une collaboration souvent qui est très efficace pour ces patients graves et durs à prendre en charge. Ça vous permet de solliciter les investigateurs à ce moment-là en disant, voilà, est-ce que tu penses que ce patient pourrait être éligible? Puis le consentement peut être signé à cette date-là, hein, ouais, au premier Oui. entretien. Ouais. Nous, à Cochin, on a, grâce à nos arcs qui sont hyper, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais hyper dynamiques, et on a un protocole prospectif qui inclut les nouveaux patients atteints de vascularite associés aux ANCA où on leur fait de la biotech, etc. C'est le protocole VASCO qui est coordonné par Benjamin Terrier. Et du coup, nos arcs, ils ont les tableaux Excel du suivi de ces patients. Et du coup, on corrèle par rapport à ça pour ne pas rater les patients, quoi. Merci. Merci encore à vous. Que des bonnes nouvelles. La suite avec un protocole qui a ouvert cette année, je pense. Renato par Alexandre Carras.